Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous devez connaître et savoir pour vous lancer dans la sous-location professionnelle. Pour ça, on va casser toutes les croyances limitantes, en tout cas les 10 croyances limitantes comme vous voyez ici, que vous pouvez avoir avant de lancer un business de sous-location Airbnb. Ces croyances limitantes, je les ai eues à mes débuts. Ces croyances limitantes, les personnes que j'accompagne les ont eues aussi. Et si aujourd'hui tu souhaites lancer ou développer un business de sous-location Airbnb, toi aussi tu vas avoir ces croyances limitantes. Donc tu vas voir au fur et à mesure que ces croyances limitantes, il y aura forcément plusieurs de ces questions-là que tu t'es posées et qu'on va justement répondre dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par la croyance numéro 1 et également rester bien jusqu'à la fin parce que la croyance numéro 10, pour moi, c'est la plus importante. Donc on y va. Croyance limitante numéro 1. Donc la sous-location, c'est illégal. Donc ça, vraiment, je l'entends tous les jours. C'est vraiment la croyance la plus répandue et qui bloque même les personnes avant même qu'ils commencent à se renseigner sur le business de la sous-location. Et ça, c'est vraiment un mythe. La sous-location, c'est en aucun cas illégal. C'est juste que, en fait, 99% des personnes le font mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la sous-location, donc la sous-location classique, et les locataires ont droit de sous-louer leur appartement. La seule chose qui est importante, quand c'est un locataire classique, hein, quand je dis locataire classique, ça veut dire qu'il n'a pas de société, une personne lambda qui loue un appartement, il n'a pas droit de faire du bénéfice en fait. C'est la seule chose qu'il faut prendre en compte. Et forcément, il faut l'accord du propriétaire. Donc ça veut dire, si un locataire classique, il sous-loue son appartement, il doit le sous-louer au même montant du loyer qu'il paye à son propriétaire. Donc si le locataire paye à son propriétaire 1000 euros par exemple, ce locataire, il doit sous-louer donc au sous-locataire 1000 euros également. Il n'a pas le droit de faire de bénéfices. Vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est souvent utilisé par les personnes qui partent à l'étranger pendant un moment et qui ne veulent pas perdre leur appartement, tout simplement. Donc dans ce cas-là, c'est parfaitement légal. Donc ensuite, on a la sous-location professionnelle. Donc, c'est ce qu'on nous on fait, donc avec une société. Et il y a plusieurs justement choses à respecter. C'est d'avoir une société, d'avoir l'accord du propriétaire. Donc, dans les deux cas, il faut cette chose, que ce soit classique ou en sous-location professionnelle. Et avoir un bail adapté. Ça aussi, c'est super important. Donc, dans ce cadre-là, la sous-location, elle est 100% légale. Et les gens, ils confondent surtout la sous-location qui est sauvage, donc qui est fait dans le dos du propriétaire. Et c'est justement, c'est ce peu de personnes-là qui font ça de la mauvaise manière, qu'on met sur le devant de la scène, sur les médias, etc. et qui nous fait penser que la sous-location, en fait, c'est illégal. Or que non, déjà, pour un locataire classique, c'est légal, sur certaines conditions, comme on vient de le voir. Et dans un deuxième temps, la sous-location professionnelle, c'est encore plus légal. Et là, dans ce cas-là, tu as le droit, tu as la possibilité de générer de l'argent et de générer du bénéfice en sous-location professionnelle. Donc ça, c'était la première croyance limitante. On va passer tout de suite à la deuxième. Croyance limitante numéro 2. Donc, je ne sais pas comment légaliser mon business de sous-location. Ça aussi, ça bloque beaucoup de personnes. La base déjà, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir un bail de sous-location professionnel qui va être rédigé par un avocat. Ça, c'est super important. Sans ça, vous ne pouvez pas exercer parce que forcément, vous allez être dans l'illégalité. Ce bail-là, donc moi, par exemple, pour les personnes que j'accompagne, il y a mon bail de sous-location professionnelle que j'utilise moi-même qui est inclus et offert dans mon accompagnement. Donc, eux, ils peuvent réutiliser pour tant d'appartements qui vont signer de leur côté. Et par exemple, toi, si tu veux te lancer de ton côté et faire rédiger un bail, ça va te coûter à peu près entre 1000 et 1500 euros. Donc pour les personnes que j'accompagne, c'est offert. Mais si tu veux te lancer de ton côté, ça va te coûter cette somme-là. Et donc, il va falloir que tu le fasses rédiger par un avocat. C'est super important. Une fois que tu vas avoir ce bail-là, tu peux le réutiliser à l'infini. Je reçois beaucoup de cette question de le bail, une fois que je l'ai, est-ce que je dois le rédiger? Non. Une fois que tu as fait rédiger ce bail-là et qui t'appartient, tu peux le réutiliser tant de fois que tu veux. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Une fois que tu as ton bail, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de le refaire signer par un avocat à chaque signature. Ensuite, comme je le disais, donc tu n'as pas besoin de repayer un avocat. La deuxième chose, donc la première chose, c'est avoir le bail. La deuxième chose pour légaliser ton activité, c'est d'éviter les villes où le Airbnb est fortement restrictif ou alors le Airbnb est interdit. Pour ça, il va falloir que tu contactes, avoir cette information, en fait, si le Airbnb est autorisé ou pas, il va falloir que tu contactes la mairie, tout simplement. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Tu appelles la mairie, tu demandes quelles sont les démarches à suivre pour déclarer un bien sur Airbnb, sur la ville qui t'intéresse du coup. Et donc, la troisième chose, c'est de vérifier le règlement de copropriété. Règlement de copropriété, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un règlement qui, en fait, régit chaque immeuble.
Donc dans un immeuble, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et en fait, dans le règlement de copropriété, il va être écrit est-ce que tu as le droit de faire du Airbnb ou pas. Et donc ça va être à toi de lire ces règlements et de le demander au propriétaire juste avant la signature pour t'assurer que tu es bien dans la légalité et que dans le règlement de copropriété et donc dans l'immeuble, tu as le droit de faire du Airbnb. Quand tu as vérifié ces trois étapes, donc le bail, la réglementation au niveau de la ville et que tu as vérifié le règlement de copropriété, tu es dans la légalité. Croyance limitante numéro 3. Il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer dans le business de la sous-location. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. En tout cas, pour un business dans l'immobilier et même pour un business de manière générale, il va te falloir entre 3 000 et 5 000 euros ici pour te lancer dans le business de la sous-location. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très peu pour un business. Le capital de départ que tu vas avoir, il va te permettre surtout de mettre en place donc, la caution, donc le dépôt de garantie avant de louer l'appartement. Donc, c'est 1 mois si c'est du nu, donc un appartement qui est nu, et 2 mois si c'est un appartement qui est meublé. Ensuite, il va falloir que tu payes le premier loyer au propriétaire quand tu vas rentrer dans l'appartement. Et même ça, ça peut se négocier, tout comme le dépôt de garantie d'ailleurs. Et donc, il va te falloir également un budget décoration pour, voilà, s'il faut meubler un peu l'appartement. Et donc, forcément, ce budget entre 3 000 et 5 000 euros, il va dépendre de si tu as un appartement qui est nu ou un appartement qui est meublé. Et je vais donner un petit tips ici, c'est que peu importe dans le marché français où tu es, parce que les 3 000 et 5 000 euros aussi, ça va dépendre de si tu es en Île-de-France ou si les loyers sont un peu plus élevés, ou si tu es plus reculé ou plus un peu plus loin dans une campagne, tu vas avoir des loyers qui sont moins élevés, donc ton budget va être moins important par rapport à ce que tu auras besoin pour te lancer. Donc le petit tip, c'est 3 fois le montant du loyer. Donc si tu veux louer par exemple un appartement qui va être à 500 euros par mois, il va tout simplement falloir que tu fasses x3, donc tu aies un capital de 1500 euros pour te lancer dans la sous-location. Et même x 3,5, vraiment là tu es large pour te lancer dans la sous-location par rapport à la ville que tu vas être intéressé. Et donc, ce budget-là, entre 3 000 et 5 000 euros, il va te permettre de générer tes premiers bénéfices, donc cash flow bénéfices, dès le premier mois sans avoir un crédit, sans passer par un achat immobilier. Et justement, ça va rejoindre la prochaine croyance, c'est combien de temps avant que je sois rentable? Je reçois beaucoup cette question aussi et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le premier mois, tu vas être rentable. Pourquoi? Parce qu'un appartement, quand tu vas le signer, ça va te prendre entre 1 et 2 semaines. Si vraiment voilà, tu es assez actif. Grand maximum 3 semaines si tu as beaucoup d'activités à côté, etc. Je vais te prendre un exemple concret ici. Tu signes un appartement le 1er janvier. Voilà, il va te falloir 2 semaines. Donc le 15 janvier, ton appartement, il est prêt à être mis sur Airbnb. Et à partir du 15 janvier, en fait, dès que tu vas poster ton annonce, tu vas commencer à recevoir tes premières réservations. Et donc, tu reçois tes premiers revenus. Et une fois que le loyer il a avancé, bah, tes bénéfices que tu vas faire tous les mois vont te rentabiliser l'investissement que tu as fait de base. Et si tu ne crois pas par rapport au fait que tes premières réservations vont tomber dans les 1-2 jours suite au fait que tu vas poster ton annonce, regarde l'un de mes derniers réels. J'ai signé un appartement. J'ai à peu près 1 800 euros de loyer sur cet appartement. Je l'ai posté le 1er octobre. Le 3 ou le 4 octobre, j'avais déjà plus de 4 000 euros de réservation, de chiffre d'affaires. Donc, c'est complètement possible et il ne faut pas du tout avoir cette croyance limitante parce que quand tu es au bon prix, quand tu as fait ta bonne analyse de marché avant de te lancer, tu sais déjà à quel prix tu vas te mettre pour avoir des réservations rapidement. Et même derrière, il y a plein de tips par rapport à la plateforme Airbnb que tu peux mettre en place pour aller chercher tes premières réservations très rapidement. Donc oui, tu mets un peu d'argent au début, comme tout business, hein. Si tu n'es pas prêt à investir dans ton business au début, bah, le business n'est pas fait pour toi. Mais au début, il y a un investissement à faire et ensuite, bah forcément, ça va s'autofinancer, ton appartement va s'autofinancer et même va te générer du cash flow, du bénéfice à la fin de chaque mois. Et donc, justement, pour savoir à quel prix à la nuitée il va falloir que tu te mettes pour avoir tes réservations le plus rapidement possible, tu vas utiliser des outils d'analyse comme RDNA ou encore Airbnb Calculator. La croyance limitante numéro 5. Et si les propriétaires refusent? Oui, tu vas avoir des refus, ça fait partie totalement du process, mais en réalité, il faut comprendre que les propriétaires, ce qu'eux, ils recherchent chez un locataire, c'est exactement ce que nous, on propose en tant que société de sous-location professionnelle. Ils cherchent quelqu'un de fiable, ils cherchent quelqu'un qui paie sans retard et quelqu'un qui entretient bien son appartement. Et c'est exactement ce qu'on fait en sous-location professionnelle. Et donc, le but, c'est de se démarquer grâce à ces avantages-là d'un locataire classique.
Et trouver ton premier appartement en sous-location, si vraiment tu es assidu et que tu as la bonne approche et la bonne méthode, en un mois, tu peux trouver ta première sous-location. Et convaincre un propriétaire, c'est difficile uniquement si tu n'as pas la bonne approche et que tu n'es pas régulier. Ce qu'il faut maîtriser, c'est surtout les arguments, avoir une bonne structure de démarchage, donc avoir la bonne approche et surtout avoir un bon fil conducteur pour convaincre les propriétaires et qu'ils aient confiance en toi. Une fois que tu comprends tout ça et que tu sais ce que le propriétaire veut entendre, signer une sous-location, quand tu es régulier, c'est pas si difficile que ça. Croyance limitante numéro 6. Donc, j'ai pas le temps, ça va être trop chronophage. Faut savoir que moi, quand j'ai lancé ce business-là, j'étais étudiant, j'étais en alternance et du coup, j'avais ce business de sous-location que j'essayais de monter aussi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'être dispo 24 heures sur 24 pour lancer ton business de sous-location. Nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment un système que ce soit dans la phase avant de signer cette sous-location, donc la phase de démarchage, etc. Et même la phase après où tu vas plus superviser ton activité grâce au système que justement tu vas mettre en place. Et pour moi, le temps minimum à mettre en place pour gérer tes appartements, ça va être 1 heure par jour pour gérer les messages, les ménages, la maintenance. Et l'idéal, c'est 2 heures. En 2 heures par jour, que ce soit avant de signer ta sous-location, donc la phase de recherche, trouver ton premier propriétaire, etc. Et après avoir signé ta sous-location, donc gérer le quotidien de ton Airbnb, en 2 heures par jour, c'est largement suffisant. Et avec les bons outils, les bons prestataires et la bonne équipe, tu peux gérer plusieurs appartements depuis ton téléphone. Et c'est exactement ce que moi je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus d'une vingtaine de biens sur Airbnb, Booking, etc. Bon, j'ai délégué pas mal de choses et justement, c'est le but d'arriver à cette étape-là. Mais aujourd'hui, ça me prend… vraiment, je parle de la partie gestion de mes appartements. Je ne parle pas de la phase de développement de mon activité, aller chercher des nouveaux appartements, etc. Mais sur la partie gestion, ça me prend même pas 2 heures par jour parce que justement j'ai délégué un maximum de tâches. Le ménage il est délégué, les messages j'ai une personne qui gère le service client. La maintenance c'est la personne qui gère le service client qui s'occupe de contacter les techniciens de maintenance pour prévoir les interventions. Et encore une fois, le vrai secret ici c'est pas d'avoir du temps illimité, c'est vraiment de mettre en place un système qui va travailler pour toi. Croyance limitante numéro 7. Donc, je ne suis pas légitime à se lancer dans ce business, dans l'immobilier, je ne connais rien ou personne dans l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il faut un CDI, que ce n'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas d'expérience ou encore qu'ils n'ont pas de réseau pour se lancer dans le business de la sous-location. Déjà, il y a une première chose que je vais clarifier ici. Tu n'as pas besoin de CDI pour te lancer, de CDD ou d'avoir une source de revenus fixe. À partir du moment où tu as une somme, un budget, un capital de départ, donc comme on l'a vu en 3 000 et 5 000 euros, tu peux te lancer dans le business de la sous-location. Pourquoi? Parce que quand nous, on va louer un appartement, on ne va pas avancer les mêmes garanties qu'un locataire traditionnel. Ça veut dire qu'on ne va pas avancer tout ce qui est fiche d'imposition, fiche de paie, etc. Nous, on ne donne pas ça. Nous, c'est d'autres garanties qu'on donne aux propriétaires. C'est le bail avec lequel on travaille, c'est le fait qu'on soit une société. Et donc, tu peux même être au chômage et lancer ton business de sous-location Airbnb à partir du moment où tu as le capital de départ pour te lancer. Donc avoir une situation, ça ne sert à rien dans le business de la sous-location puisque ce n'est pas du tout le même principe qu'un locataire traditionnel qui va donner ses fiches de paie, etc. etc. Et la vérité aussi, c'est que personne ne naît entrepreneur. Tu deviens crédible parce que tu agis et non pas parce que tu as réfléchi à toutes les actions, toutes les choses qui auraient pu t'arriver, etc. Et en fait, tu vas essayer de pré-shot des choses qui vont potentiellement même pas arriver. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, c'est en faisant des actions que tu vas t'améliorer par la suite. Et ton réseau, il se construit à partir du moment où tu commences à avoir tes premiers propriétaires, tes premiers deals. Et moi, par exemple, j'ai des propriétaires avec qui j'ai signé un appartement avec lui, avec eux, parce que même il y en a plusieurs qui m'en ont donné d'autres par la suite. Et au final, par exemple, avec un des propriétaires, il m'en a donné un. Et au final, j'ai 6 sous-locations avec lui aujourd'hui. Donc, tu n'as pas besoin d'être prêt ni d'être connu. Tu as vraiment besoin de commencer et à appliquer pour justement apprendre et continuer à avancer petit à petit dans ce business de la sous-location. Croyance limitante numéro 8. Le marché est saturé, c'est trop tard pour se lancer. Je l'entends souvent, ça, c'est une fausse croyance encore qu'on va démonter ici. Oui, il y a beaucoup d'Airbnb sur le marché, mais ce qu'il faut savoir, le marché, il est saturé pour les personnes qui exploitent mal leur Airbnb.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, elle se joue sur la stratégie et non pas sur le timing quand tu vas te lancer. Ceux qui galèrent sur Airbnb, c'est ceux qui font ça comme des amateurs, qui gèrent mal les photos, qui gèrent mal les prix, qui gèrent mal l'expérience client des voyageurs. Et en fait, toutes ces personnes-là, ils sont dans les 80% des Airbnb qui ne fonctionnent pas. Et en fait, quand tu travailles comme un pro avec la bonne méthode, tu vas être dans les 20% des Airbnb qui cartonnent sur la plateforme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu mets les bons systèmes en place, la bonne méthode en place, tu vas être dans ces 20% et en fait, tu vas avoir énormément d'opportunités rentables en sous-location professionnelle. Donc, c'est pas trop tard, c'est juste le bon moment aujourd'hui pour faire mieux que les autres et te démarquer de la concurrence. Et démarquer de la concurrence, ça ne veut pas dire avoir un Airbnb qui est flambant neuf, qui est à une décoration incroyable, dans lequel tu vas investir des milliers d'euros. Non, c'est tout simplement un Airbnb qui est optimisé, qui a des belles photos, qui a une décoration qui est belle. Et ça passe pas forcément par mettre des dizaines de milliers d'euros dans cet appartement-là. Croyance limitante numéro 9, donc l'avant-dernière, donc les voyageurs vont abîmer le logement. Ça, forcément, tu ne vas pas le savoir si tu n'es pas encore dans le monde de la location de courte durée, mais en réalité, le risque, il est très faible si tu gères bien les choses correctement. Et en fait, il y a déjà plusieurs niveaux de protection, que ce soit déjà au niveau des cautions que tu vas pouvoir prendre auprès des voyageurs, et l'assurance Airbnb, par exemple, avec AirCover, qui couvre vraiment tous les dégâts jusqu'à plus d'1 million de dégâts, de dollars de dégâts. Donc vraiment, tu es large par rapport à tes appartements que toi que tu vas avoir. Et là, je t'ai pris un cas concret. Moi, sur le dernier mois, j'ai fait un récap juste pour cette vidéo pour que tu comprennes. J'ai eu 162 réservations sur un mois, sur la vingtaine d'appartements que j'ai aujourd'hui. Et 162 réservations, ça peut être des personnes qui sont donc une réservation, ça peut être 8 personnes, 6 personnes comme 2 personnes. Donc, sur une moyenne, on peut dire que j'ai eu plus de 500 voyageurs qui sont passés dans mes appartements sur un seul mois. Et sur ces 500 personnes, j'ai eu uniquement 6 litiges. Donc, rends-toi compte que toi, si tu as un appartement, tu vas avoir à peu près entre 8 et 10 réservations par mois. Donc, le risque de litige, il est très, 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 très faible. Et malheureusement, ça, c'est par rapport à ce qu'on voit sur les médias, ce qui est partagé sur les réseaux, etc. Non, un Airbnb, tu n'as pas forcément énormément de litiges, encore une fois, quand tu gères bien les choses derrière. Et même dans le cas de ces 6 litiges-là, tu as l'assurance Airbnb qui m'a remboursé tous les dégâts qu'il y a pu avoir dans l'appartement. Et précision, quand je dis litige, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un il a défoncé la porte. Ça peut être un ménage supplémentaire qu'il y a eu dans l'appartement, ça peut être un pied de canapé, un pied de table qui est cassé. On parle de ça quand je dis litige, ok? Et c'est vraiment un mythe, les voyageurs ils détruisent pas ton appartement en sous-location sur Airbnb. C'est un business qui est sécurisé et qui est encadré quand tu mets les bons outils en place. Et la dernière croyance limitante qui est pour moi la plus importante, donc croyance limitante numéro 10, et si je me plante, et si j'échoue, si j'y arrive pas, si je passe pour un idiot. La réalité, le vrai échec, en tout cas pour moi, c'est quand tu n'as rien tenté, quand tu n'as pas essayé de te lancer. Pour moi, c'est ça le vrai échec. Et en fait, tu n'apprends pas en évitant les erreurs, mais tu progresses justement en faisant des erreurs. C'est comme ça. Moi, je suis passé par plein d'erreurs aujourd'hui qui m'ont permis d'arriver là aujourd'hui. Si je n'avais pas fait des erreurs, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et il faut savoir que la sous-location Airbnb, c'est l'un des business les plus simples. Mais vraiment, c'est super simple. Et attention, il ne faut pas confondre le mot simple et le mot facile. C'est vraiment deux mots différents. Là, je te parle vraiment de simplicité dans le sens où la sous-location, c'est un appartement où tu vas convaincre un propriétaire, tu vas le mettre sur Airbnb et tu vas gagner de l'argent. Il y a des business physiques beaucoup plus durs où tu dois être sur place, où que ce soit dans le textile, que ce soit dans l'achat-revente, que ce soit des grossistes. Il y a plein de business qui sont beaucoup, beaucoup plus compliqués que cette activité-là. Et là, vraiment, la sous-location, c'est un business qui est simple. Et moi, je veux que tu te poses vraiment une question ici. C'est, tu préfères te planter, même si tu te plantes, ok. Tu préfères te planter ici, enfin aujourd'hui, en ayant 20, 25 ans, 30 ans, même 35 ans, en sachant que moi, j'ai commencé à 20 ans, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans le business de la sous-location. Tu préfères te planter maintenant ou tu préfères te planter quand tu auras 50 ans, quand tu auras des responsabilités, quand tu auras une femme, un homme pour les femmes du coup, des enfants et tu auras tout ça sur le dos?
Moi, personnellement, j'aurais préféré me planter à 20 ans quand j'ai essayé de me lancer. Et au final, ça a très bien marché pour moi parce que, encore une fois, la salocation, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est simple. Et quand tu appliques la bonne méthode, tu vas réussir dans ce business-là. Et justement, ces erreurs-là, également, je préfère les faire maintenant parce que même si je me plante à 20 ans, 25 ans, 30 ans, bah, je préfère me planter à ce moment-là. Ça va être beaucoup plus facile de me relever qu'à un moment où je serai beaucoup plus âgé et que j'aurai des responsabilités sur le dos. Et pour moi, échouer, c'est pas grave du tout. Ce qui est grave, c'est vraiment de rester au point mort et de rien faire. Donc voilà les 10 croyances limitantes que je suis sûr qu'il y a des questions dans tout ça que tu t'es posé et que j'ai pu répondre à ces questions-là. Donc vraiment, le but ici, c'était vraiment de t'aider à casser toutes ces croyances limitantes. Et si tu veux discuter par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, si tu as des questions ou si tu veux voir si je peux t'aider à te lancer dans la sous-location professionnelle, on peut en discuter de tout ça. Donc c'est sur mon Instagram, Jordi-Boko. Tu as juste à m'envoyer un DM et je te répondrai. On va pouvoir discuter de tout ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que t'aura aidé à comprendre toutes ces croyances limitantes et surtout à les briser. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.